Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue à vous. Une émission spéciale aujourd'hui dédiée à la célébration des 23 ans de règne de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Cette nouvelle fête du trône est, comme chaque année, l'occasion de se pencher sur les grands chantiers menés par le souverain. Parmi ces chantiers stratégiques figure celui de la santé, un secteur névralgique dans une société peut-être encore plus que tous les autres aujourd'hui au regard de la crise sanitaire qui a bouleversé les schémas de pensée et bousculé les écosystèmes en place au Maroc comme à l'international. Une urgence dont le roi Mohamed VI a clairement saisi les enjeux. Le 13 juillet dernier, le souverain a présidé un conseil des ministres avec l'adoption de projets de décrets et de projets de loi cadre. Objectif : améliorer le secteur national de la santé, gouvernance, création de nouvelles autorités telles que la Haute Autorité pour la Santé, développement des ressources humaines. Pour pallier aux inégalités, nous examinerons de près les axes majeurs de cette réforme, refonte de la santé en devenir dans le royaume, mais aussi son financement, maillon décisif pour sa mise en œuvre. Toute une refonte donc du système de santé marocain, refonte indispensable à la réussite du chantier de la généralisation de la couverture médicale et de la protection sociale, déjà en marche, nous en parlerons également. Nous ferons aussi escale dans la province de Ben Slimane, où, souvenez-vous, le roi Mohamed VI avait lancé les travaux il y a quelques mois d'une usine de fabrication et de mise en seringue de vaccins anti-Covid et autres vaccins. Un pas supplémentaire vers la souveraineté nationale et continentale en matière sanitaire. Un pas qui s'inscrit d'ailleurs dans la volonté royale de faire de la santé une priorité pour les Marocains, comme le stipule la Constitution de 2011 et comme l'a démontré la manière dont le Maroc a géré la pandémie, notamment avec la vaccination, le royaume étant dans le top 10 mondial en la matière. Enfin, un chapitre important également en ces temps de crise, la coopération et la solidarité avec la famille africaine, le continent, et qui a été le moins vacciné au monde, mais qui a su montrer une certaine résilience à cette crise. 3 invités, 3 experts du monde de la santé pour m'accompagner ce soir. J'ai le plaisir de recevoir Moulay Saïd Hafif, membre du comité scientifique de la vaccination et président de la Fédération nationale de la santé. Également présent avec moi sur ce plateau, le professeur d'épidémiologie Jafar Heikel, également un spécialiste des maladies infectieuses et économiste de la santé. Ravi également de la présence de M. Abdelmajid Belaïch, analyste des marchés pharmaceutiques. Bienvenue à vous 3. Merci. Merci. Alors, avant de prendre le pouls de notre système de santé, je vous propose, messieurs, de prendre des nouvelles de la santé des Marocains. Si vous le voulez bien, avec le Covid qui n'en finit pas de varier, de muter, dans un contexte caniculaire. Il faut le dire, nous sommes fin juillet, au cœur de l'été, et on assiste à un certain rebond épidémiologique, il faut le dire. L'Aïd, la fête de l'Aïd est passée par là. Quel constat, quel bilan peut-on faire de l'évolution toute récente des cas de contamination et de décès aujourd'hui? Peut-être si vous l'avez fait. Oui, sans problème. Tout d'abord, on souhaite une bonne fête à Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Santé, on est chanceux au niveau du Maroc d'avoir un roi qui pense à la santé de tout un chacun, comme il veille à la santé de sa petite famille. Et il faut dire que, comme vous l'avez si bien dit dans votre introduction, que le Maroc a su gérer, grâce à la clairvoyance de Sa Majesté, à ses hautes instructions, et aussi notre État et tout un chacun des citoyens a participé pour qu'on puisse sortir avec le moins de décès, le moins de dégâts, même si chaque perte de chaque Marocain ou Marocaine est une perte pour la nation. Nous avons, moi et mon ami le professeur Heikel Jafar, perdu des amis très proches, de médecins, des amis intimes. La première vague, avant l'avènement des vaccins, heureusement, comme vous l'avez si bien dit, avec le vaccin, on assiste à moins de décès dans la population médicale. Et puis, partout, nous avons une
un taux de létalité qui est à 1,3%, alors que la moyenne dans le monde elle est de 2%. Nous avons un taux de guérison qui dépasse les 97%. Et puis, les autres pays ont eu 7 vagues. Nous, on a eu 4 jusqu'à maintenant. La dernière que vous avez mentionnée, celle du variant de l'Omicron, avec ce sous-variant qui est le plus répandu chez nous actuellement, comme partout d'ailleurs, c'est le BA5, avec presque, et ça va être confirmé par le professeur Heikel, puisque lui, il est épidémiologiste. Nous sommes à près de 80%. Et ce variant, il est beaucoup plus contagieux. Et là, je prends ma casquette de pédiatre. La contagiosité, elle est égale à celle de la varicelle. Donc, une personne contamine 13, alors que le premier, c'était une personne de Wuhan contamine 3. Le Delta, une personne contamine 5. Et l'Omicron, une personne contamine 8. Mais nous, même avec les fêtes de l'Eid, nous avons pu nous en sortir parce qu'on assiste à la descente de cette vague. Et donc, c'est important. Le virus est là. Gardons au moins le masque à l'intérieur des milieux clos. Et puis, les gens qui n'ont pas eu leur vaccin, nous leur demandons, s'il vous plaît, allez vous faire vacciner. Ceux de la 3e dose, nous sommes encore à 22% de la population cible. Et puis, 4e dose pour les populations qui ont plus de 60 ans et qui ont des maladies chroniques. D'accord. Alors, vous parliez justement, Simon Afif, de garder le masque en milieu clos. Mais dans le contexte actuel, avec la chaleur, justement, et un peu la promiscuité qu'elle engendre, est-ce que justement, ça ne favorise pas un facteur de contagiosité supplémentaire dans le contexte où l'on est? Et là, je parle même peut-être des virus, de l'ensemble, de tous les virus. Comme je le dis, à chaque fois, je m'adresse à mon ami professeur Heikel Jaafar, parce que nous avons la chance d'avoir avec nous un épidémiologiste. Vous savez, nous, dans notre pratique, et ça on l'a vécu tous les médecins, on est moins contaminés avec le masque. Nous a rendu service. D'ailleurs, c'est pour cela qu'il y a ce qu'on appelle la dette immunitaire. C'est pour cela que cette année, par rapport à l'année d'avant, nous avons assisté à plus de grippe. Nous avons vu plus de varicelle. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le masque, il ne protège pas, mais il protège. Il participe en tout cas à protéger. Et nous, quel est le problème de ce virus? Le problème de ce virus, s'il n'y avait pas les cas de réanimation et les décès, il n'y a aucun problème. On a vécu avec la grippe depuis plus de 70 ans, il n'y a pas de problème. Mais le problème, ce sont les personnes immunodéprimées qui remplissent les réanimations. Et là aussi, lui, il a soigné des malades. Il était gêné des fois de ne pas répondre à la demande d'un malade parce qu'il n'y a plus de lit de réanimation. Et devant lui, il y a le papa d'un ami ou la maman d'un ami. Donc, c'est ça le problème. Alors qu'actuellement, nous avons seulement un taux de remplissage de la réanimation qui est seulement de 2,4%. Pourquoi? Parce qu'il faut le savoir aussi pourquoi c'est important. Parce qu'il n'y a pas que la Covid, il y a d'autres maladies. Et les gens, ont souffert du confinement et de ne pas aller voir le médecin. Et on a vu des cancers qui ont flambé. Nous avons pu, grâce à l'intervention de la Société marocaine de pédiatrie, des associations de pédiatrie et du ministère de la Santé, récupérer le manque de personnes vaccinées, puisqu'on est descendu jusqu'à 63% de la couverture des enfants vaccinés. Et nous avons rattrapé tout ça en un mois, 93, alors que le Cameroun, pendant le confinement et juste après, les virus, ils sont là. Juste après, ils ont enregistré 1200 cas de rougeole. Et d'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé a tiré la sonnette d'alarme sur la rougeole et sur le fait de continuer la vaccination pour les enfants de moins de 5 ans.
Alors, professeur Heikel, hein, il y a le Covid, mais il y a aussi dans ce contexte actuel la variole du singe aussi qui participe, qui se greffe à ce contexte sanitaire qui est très particulier hein, cette année et cet été. Oui, tout à fait. D'abord, je me joins à mon ami Dr Moulay Saïd Afif pour souhaiter à Sa Majesté une excellente fête, à la famille royale et à l'ensemble donc des Marocains. C'est une fête pour l'ensemble des Marocains qui est extrêmement importante pour nous. Effectivement, cette année, ça a été particulier par rapport à la pandémie. Il faut le reconnaître hein, et je crois qu'il faut avoir le courage de le dire. Le Maroc a été un leader dans la gestion de cette crise sanitaire. Je crois que tous les indicateurs, mon ami Dr Moulay Saïd Afif l'a bien dit, les indicateurs de gravité qui sont la létalité, le taux d'hospitalisation dans les lits de réa et même le taux d'incidence. Nous avons été parmi les premiers, grâce à la volonté royale, d'avoir un protocole thérapeutique accessible à l'ensemble des Marocains et aux résidents étrangers au Maroc gratuitement. Nous avons été les premiers, grâce encore une fois à une volonté royale, à avoir une vaccination disponible pour l'ensemble donc des Marocains et des étrangers résidant au Maroc, avec, vous l'avez bien vécu, une logistique impressionnante, gérée par le ministère de la Santé, le ministère de l'Intérieur, les Affaires étrangères, le commerce et l'industrie, les finances. Il y a eu une collaboration intersectorielle. On a eu, il faut aussi le reconnaître, encore une fois grâce à la volonté royale, un soutien extrêmement important sur le plan social et économique aux populations les plus vulnérables, aux PME, aux petites entreprises qui ont pu souffler, pas de façon effectivement autant qu'on l'aurait souhaité, mais ça a été quand même quelque chose d'extrêmement important donc, pour notre pays. Donc on a traversé cette crise dont l'impact, et je pense qu'il faut bien le retenir, n'était pas uniquement sanitaire, il était humain, il était social, il était économique, il était global partout. Et le Maroc s'en est sorti dans d'autres pays qui avaient beaucoup plus de moyens que nous. Regardez les pays européens, regardez les États-Unis, regardez l'Angleterre, ils ne s'en sont pas aussi bien sortis que le contexte marocain. Et on a réussi à avoir cette résilience du système de santé. Et c'est pour ça... Je vais aller vers la variole du singe dont vous avez parlé, c'est qu'on a tellement pris maintenant cette température de la gestion des crises sanitaires qu'on a vu de façon différente la variole du singe et que le Maroc, j'en suis persuadé, est capable, par rapport aux crises sanitaires futures, si elles devaient arriver, c'est pas ce que je souhaite, à avoir une certaine expérience, une certaine expertise pour les gérer. Donc aujourd'hui, toutes les crises sanitaires qui vont arriver font en sorte que la population, le comportement est important. Je rejoins ce que dit Dr Afif. Les mesures barrières. Si nous n'avons appris uniquement par rapport à cette crise à avoir plus de mesures barrières, de se laver plus fréquemment donc les mains, de respecter la distanciation physique quand on est malade, et je rejoins ce qu'il dit, si vous avez des syndromes grippaux, portez le masque pour vous protéger et protéger les autres quand dans un endroit clos, quand vous allez dans des endroits de commerce. Ce sont des gestes que nous devons apprendre aujourd'hui, avec lesquels il va falloir vivre. Le dernier point, peut-être que c'est très important, les écosystèmes sont modifiés, sont modifiables, la nature humaine joue un rôle important. Entre un écosystème microbien, l'environnement, les changements climatiques, notre comportement humain, eh bien maintenant, il va falloir qu'on s'habitue à des maladies, ce qu'on appelle dans notre domaine émergentes et réémergentes, et qu'il va falloir gérer. Alors c'est... exactement ça, vous me donnez une transition excellente. Professeur Heikel, justement, il y a cette interconnexion et cette influence justement dans les écosystèmes humains, naturels, microbiens. On est obligé aujourd'hui de vivre avec ces virus. Hein. Les sociétés apprennent désormais à composer et ça impose une évolution, une révolution des écosystèmes de la santé. C'est donc le cas. Au Maroc, le 13 juillet dernier, le ministre de la Santé a fait une présentation sur un projet de loi sur le système national visant donc à améliorer le secteur. Axe majeur de cette refonte souhaitée, c'est d'abord l'adoption d'une bonne gouvernance. Oui. Alors, en particulier dans les hôpitaux du pays, est-ce que, dans un premier temps, on peut parler d'une restructuration du ministère? Oui, il y a une nouvelle gouvernance qui se profile, avec cette fameuse autorité de la santé qui va assurer la continuité des politiques publiques en matière de santé, avec des agences qui vont remplacer des administrations, donc plus d'efficacité et d'efficience, et la régionalisation qui était déjà annoncée dans la Constitution de 2011. Cette Constitution où nous avons déjà vu les prémices d'une nouvelle politique et la sanctuarisation
du droit à la vie, du droit à la santé, de la régionalisation, aujourd'hui, nous voyons les choses se mettre en place, mais d'une manière extraordinaire, et on est, si vous voulez, à la veille d'une véritable révolution, d'un véritable Big Bang dans le domaine de la santé. Bien sûr, cette couverture sanitaire qui va se mettre en place et qui va intégrer 22 millions de Marocains qui vont s'ajouter aux 11 millions déjà couverts, ça suppose d'énormes besoins en soins, en médicaments, en dispositifs médicaux, ce qui suppose une bonne gouvernance pour éviter les gaspillages et optimiser au maximum les budgets qui sont certes de 51 milliards entre la couverture sanitaire et la protection sociale, c'est beaucoup, mais qui peut être suffisant ou pas suffisant selon qu'on optimise ou qu'on n'optimise pas. Donc il y a ce travail de gouvernance aujourd'hui est plus que nécessaire. Un travail de gouvernance plus que nécessaire. J'aimerais que l'on revienne sur cette annonce de la création d'autorités, donc celle de la Haute Autorité pour la Santé. C'est un organe qui s'annonce stratégique. Quel va être son rôle exactement ? Je crois qu'avant de parler d'organes, avant de parler de structure, avant de parler de quoi que ce soit, quand on voit la loi cadre, elle commence d'abord par les ressources humaines. Ça fait partie des piliers, effectivement. Allons-y. Elle commence par les ressources humaines. Nous ne pouvons pas parler d'organes sans parler de ceux qui vont diriger ces du capital organes. Humain sur lequel cette loi se base, c'est vrai. La mobilisation du capital la première humain. Des choses, c'est le capital humain. Et il nous faut, et c'est ça notre problème, c'est qu'on oublie ce capital humain. Parce qu'il faut le valoriser pour qu'on ne puisse pas avoir des gens qui partent chaque année. Malheureusement, nous perdons entre 500 et 600 médecins qui migrent à l'étranger. Alors qu'on n'en a pas beaucoup déjà à la base. Les chiffres, c'est quoi ? Donc, c'est 500... À peine 30 000... Même pas. 27 000 médecins. 27 000 médecins et 65 000, je crois, infirmiers et infirmières. C'est bien cela. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut qu'on insiste sur les ressources humaines. Donc, là, avant d'arriver à ça, il y a d'abord, je m'excuse, il y a d'abord la fonction de la santé. Avant, c'était les personnes qui travaillaient au ministère de la Santé, c'était la fonction publique. La fonction de la santé, pour qu'ils soient mieux rémunérés. Et donc, il va y avoir une partie basique, une partie sur le rendement, et un médecin peut gagner jusqu'à, s'il travaille, ça dépend de ce qu'il fait, jusqu'à 100 000 dirhams. Ça, c'est important. Ça va permettre même de faire revenir nos médecins qui sont à l'étranger, et on en a 14 000. Et c'est une priorité, vraiment, pour cette valorisation du capital humain. Voilà, tout à fait. La même chose, pour ne pas parler seulement des médecins, la même chose pour les infirmiers, pour les aides-soignantes, pour les techniciens de radiologie, pour les techniciens des autres des laboratoires. Donc, c'est un ensemble. Et cet ensemble, il faut valoriser ces ressources humaines. Et il faut se concerter avec les acteurs qui sont sur le terrain. Nous avons une culture qui oublie un peu la concertation, alors que Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, insiste sur cette concertation. D'ailleurs, le ministre a commencé à se concerter avec toutes les centrales syndicales. Et ça, c'est stratégique, effectivement, dans l'approche aussi, vraiment d'aborder le secteur de la santé dans notre pays, avant de passer justement à cette approche-là et à la gouvernance, parce qu'il faut qu'on y revienne quand même. Et pour continuer sur cette valorisation des ressources humaines, outre l'augmentation au niveau de la rémunération, il y a tout ce qui est formation également, qui est important. C'est le premier paragraphe. Voilà, la formation. Et aussi, sur ce point, il y a l'ouverture à l'étranger aussi, également. Parce qu'en attendant que certains médecins reviennent, il y a aussi l'ouverture donc, à certains médecins étrangers. Comment cela pourrait se faire concrètement ? Je veux vous donner un chiffre. Oui.
Mais il faut d'abord, comme ça a été dit par le professeur Heikel Jafar et puis par Sibylle Aish, il faut d'abord, nous avons pu montrer au cours de cette pandémie qu'en mutualisant ce qu'on a, on est arrivé à faire face, malgré l'insuffisance des ressources humaines, malgré l'insuffisance de l'infrastructure. C'est-à-dire, et on a matérialisé cette bonne gouvernance avec la Covid. Eh bien, continuons dans le même sens. Pourquoi ? Parce que nous perdons 500, 600 personnes. Il n'y a pas plus d'une centaine de personnes qui viennent des étrangers. Donc, d'abord, valorisons ceux qui sont là. Et puis, faisons tout pour que les Marocains, qui ont la culture des Marocains, parce que le métier de médecin, c'est un métier humain. Et donc, nous avons des approches différentes par rapport aux autres pays. Donc, c'est un métier humain. Et quand la langue, tout ça, c'est important. Et c'est pour cela qu'il faut aussi favoriser la mobilité du personnel médical au sein de la région, sans passer par qui que ce soit. Gouvernance nationale, gouvernance régionale, ça va également. être fait. Exactement. Ça va être fait sans qu'on passe, c'est-à-dire avec les différents ordres et avec la structure qui va chapeauter la région. Et puis, mobilité nationale. On a des personnes comme, il faut le savoir, le professeur Heikel donne maintenant des cours à la faculté de médecine, la nouvelle faculté de l'Ayoun. Ça, c'est important. Donc, nous avons, et puis les gens, ça nous a fait beaucoup de mal le départ volontaire des enseignants de médecine. Ces enseignants-là qui sont dans le privé, ils peuvent être des personnes pour les terrains de stage, que ce soit dans leur cabinet. Vous avez quelqu'un qui est juste à côté, qui peut le faire, qui ne demande qu'à le faire. Et dans les cliniques. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas ces terrains de stage. Et donc, si on veut augmenter le nombre, il va falloir leur trouver ou faire leur stage. Et si on veut diminuer la période à 6 ans, il faut qu'ils soient bien formés. Donc, il faut aussi qu'il y ait ce partenariat public-privé. On va en parler de ce partenariat public-privé. Oui, je le sais. Sibylle Aish, c'est très important. Voilà, on va continuer et aller au bout de cette idée de la formation qui est très importante et de la répartition, donc, professeur Heikel, équitable des services hospitaliers à travers le territoire national, via la réhabilitation des structures sanitaires primaires, la mise à niveau des hôpitaux, l'instauration de l'obligation de respect du parcours de soins également, en plus de la création d'un système d'homologation des établissements de santé. Tout ça, c'est prioritaire. Oui, tout à fait. Encore une fois, le capital humain est crucial. J'abonde parfaitement dans le sens du docteur Afif. Mais je vais tout de suite passer à ce que vous avez dit par rapport à la haute autorité. C'est justement un des rôles de cette haute autorité de la santé. Ça va être un organe de régulation, un organe qui va plus promouvoir cette équité. Et l'équité, elle est d'abord dans les ressources humaines, dans leur répartition, dans l'équipement, dans le matériel, mais également dans la capacité de mieux organiser ce fameux parcours de soins coordonnés. On est dans la gouvernance aussi. Oui, bien sûr. On est au cœur même du système de la gouvernance. Mais quand vous avez une agence qui a cette indépendance et qui a ce pouvoir, n'oubliez pas que ça va être à une institution stratégique. Et nous, au Maroc, qu'est-ce que ça veut dire une institution stratégique ? Ça veut dire que le responsable est nommé par Sa Majesté. Et ça, c'est crucial, madame. C'est fondamental. Ça veut dire qu'il va avoir ce pouvoir, cette capacité d'avoir les recommandations, la régulation, l'équité, l'organisation, l'évaluation. Un travail énorme, et de pouvoir être un organe qui va donner les propositions aux décideurs qui sont le gouvernement, qui ont leur place et qui ont un rôle crucial à jouer, au même titre que l'organe législatif, qui est le Parlement. Mais imaginez qu'on donne à cette institution sa capacité de mieux réguler un système de santé, de le rendre plus équitable, plus accessible aux citoyens, de mieux agencer la couverture sanitaire universelle. Vous savez quel est le grand problème que nous avons dans notre système de santé ? Quand on évalue, regardez les données de l'OMS, de la Banque mondiale, notre système est inéquitable.
Il n'y a pas d'équité dans notre système de santé. On a fait beaucoup d'efforts. Le Maroc a fait beaucoup d'efforts. Mais on est encore inéquitable. On est mal classé à cause de notre inéquité. Eh bien, il faut que cette équité soit en matière de ressources humaines, d'infrastructures, d'équipements et de gouvernance de ce système de santé. Et ensuite viendra le financement, bien évidemment, qui est essentiel. On va en parler. Mais on en parlera. Tout à fait. L'enjeu, c'est Belhaïch, justement, du financement, de cette refonte, il est névralgique. Toutes ces ambitions, elles vont nécessiter un effort financier colossal. Et il semble que l'idée derrière la réforme serait donc, on en parlait tout à l'heure, d'associer le secteur privé, donc tout simplement en ayant recours à des partenariats. Ça semble être l'idée qui était défendue par le ministre de la Santé. Est-ce que c'est l'unique alternative dont disposent aujourd'hui les pouvoirs publics marocains aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut appréhender le En dossier? fait, il est inconcevable de mettre en place un système de couverture sanitaire universel qui va concerner tous les Marocains sans la participation du secteur privé qui, je le rappelle aujourd'hui, c'est le plus étoffé, c'est le mieux équipé, c'est celui qui compte le plus grand nombre de médecins, etc., de spécialités. Et donc, il y a une offre très importante dans le privé et une offre plus pauvre au niveau des publics. Et malheureusement, on sait que les hôpitaux ont été totalement cassés par le Ramed. Ça a ruiné les hôpitaux. Donc, il faut construire, bien sûr, un hôpital fort et non pas un hôpital pauvre pour les pauvres, mais un hôpital où puissent aller même des riches avec bien sûr de nouvelles missions qui soient complémentaires du secteur privé. Il faut créer bien sûr des vases communicants entre le secteur public et privé et non pas les opposer comme par le passé, chacun travaillant dans un vase clos, mais qu'il y ait des synergies et des complémentarités. Et effectivement, je reviens. Pourquoi un professeur de médecine qui est aujourd'hui dans le privé ne pourrait pas former, y compris dans les facultés publiques ou privées? Et pourquoi un médecin, un spécialiste dans le privé, ne pourrait pas travailler à l'hôpital? Donc vous voyez, il faut revoir tout ça et penser autrement pour plus d'efficacité et pour profiter de ce qui existe. Déjà, et de l'esprit. Il me semble aussi l'esprit justement de cette refonte qui est souhaitée par le roi Mohamed VI, cette association de partenariat donc privé, public, oui, et puis cette synergie d'acteurs multiples, parce que l'approche devient plus holistique, j'ai envie de dire aussi, désormais, et c'est peut-être ça qui va déclencher une avancée majeure aussi. Je pense que les enseignements ont été tirés tout à fait. Des expériences passées, notamment du Ramed, où on a obligé les gens à leur dire vous ne pouvez vous soigner qu'à tel hôpital ou tel endroit. Donc on a créé une santé à deux vitesses où un adhérent a le choix. Il peut choisir ses médecins, etc. Mais pas un ramediste qui, lui, est obligé d'aller vers un hôpital où le scanner est tout le temps en panne, où il n'y a pas assez de médecins. Donc aujourd'hui, les adhérents qui vont venir, les 22 millions, qui soient d'ailleurs des salariés, des gens qui n'ont pas de travail ou formel ou des anciens ramedistes, ils auront aussi le choix d'aller aussi bien vers le privé que vers le public, mais dans le respect du parcours de soins coordonnés pour éviter les dépenses catastrophiques, les mauvais aiguillages, etc. Ça, c'est des fondamentaux. Et c'est la gouvernance qui va nous éviter de gros gaspillages. Alors continuons à parler justement d'un autre vaste chantier aussi, celui de la généralisation de la protection sociale qui connaît donc elle aussi des avancées. Les départements concernés ont dévoilé les premiers chiffres donc sur les adhérents de la Caisse nationale de sécurité sociale. Et puis au niveau du ministère du budget, Fawzi Larja a parlé de 2 millions de citoyens et leurs ayants droit qui ont adhéré donc à la CNSS et qui ont pu bénéficier des prestations médicales. Le souhait pour 2022, c'est donc l'année de l'adhésion de tous
les Marocains à l'amont. J'aimerais vous entendre sur ce point. Et vous savez, aujourd'hui, il y a malheureusement beaucoup de sociétés qui sont, ou de secteurs économiques qui sont dans l'informel, ou même qui sont dans le formel, et vous avez une partie du personnel qui ne sont même pas déclarés, même pas enregistrés au niveau de la CNSA. Déjà, le fait de faire entrer tout ce beau monde va changer énormément de choses. Une des choses qui a été fondamentale pendant la période du Covid, c'est que les gens se sont fait enregistrer, ceux qui étaient même dans l'informel. C'était un casse-tête, le secteur informel, pour les responsables marocains. Mais pour la première fois, les gens se sont fait enregistrer pour pouvoir bénéficier des aides. Une révolution. Et donc, c'est de la data et c'est des données. Et aujourd'hui, précieuse. Très précieuse, notamment pour le futur registre social. Et aujourd'hui, personne ne va y échapper. Les gens qui font travailler des employés sans les déclarer, aujourd'hui, ce ne sera plus possible. Et donc ça, on est en train de passer d'un pays où le secteur informel était très important à une formalisation avancée et qui va renforcer donc notre système de santé. J'aimerais que l'on aille maintenant à Ben Slimane, si vous voulez bien. Le projet de l'unité de fabrication de vaccins anti-Covid avance, lui aussi, à grands pas. Il y a une nouvelle, c'est que 35 000 tonnes d'équipements et de bâtiments vont être assemblés sur le site. Ils sont arrivés de Shanghai en fait, ça va permettre au Maroc de se doter d'une capacité de manufacture de vaccins et de médicaments en milieu aseptique pour les besoins du Royaume et du continent africain. Alors là, je voudrais qu'on parle d'un sujet évident qui est celui de la souveraineté nationale en la matière. Oui, c'est très important parce que ça aussi, c'est un enseignement que nous avons appris de la Covid, de la crise, oui. À savoir la souveraineté. Vous avez vu que des pays comme la France avaient des problèmes pour avoir des masques, alors que nous, les usines qui fabriquaient le textile se sont mis et on n'a pas eu de problème de masques. Nous n'avons pas eu de problème d'antibiotiques parce qu'ils sont fabriqués ici, génériques. Nous n'avons pas eu de problème de paracétamol, nous n'avons pas eu de problème d'autres médicaments parce qu'ils étaient fabriqués ici. Et donc, se poser la question, comme ça a été dans son intervention par le professeur Heikel, qu'il faut qu'on soit prêt à faire face à ce qui va venir. On ne sait pas. Toutes les semaines, on nous parle d'un nouveau virus. Le virus de la variole du singe, de je ne sais quoi et tout ça. Et donc, on le sait, malheureusement, quand on n'a pas de médicament efficace pour un virus, reste la seule possibilité, le vaccin. Donc, il faut qu'on soit capable, si demain on a besoin d'un vaccin X, sans parler des vaccins qui sont maintenant, que ce soit le vaccin anti-Covid ou les autres vaccins qui existent et qui nous ont permis, il faut le savoir, de réduire la mortalité infantile. Nous n'avons plus enregistré de poliomyélite depuis 1987. Les gens qui étaient en nous, on voyait des gens qui avaient qui traînaient leurs jambes et qui avaient une polio. Nous enregistrons 3-4 cas de méningite à hémophilus ou à pneumocoque. Nous ne voyons plus de diarrhée à rotavirus. Tout ça, c'est quand même grâce à la vaccination. Et il faut le dire, ça c'est très important, au Maroc, la vaccination n'est pas obligatoire. Alors qu'en France, avec la baisse de la couverture, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a rendu. Il ne faut pas dire, voilà un pays européen des droits de l'homme et de tout ce qu'on veut, qui en est à sa huitième vague, qui a rendu 11 vaccins obligatoires. Et c'est grâce à ça que maintenant la couverture vaccinale, nous, on a par exemple le vaccin anti-rotavirus gratuit pour plus de 95% de la population. Est introduit dans le programme de la vaccination. J'ai vu
il y a 2 semaines, le professeur Robert Cohen, ils vont juste maintenant l'introduire, le vaccin anti-rotavirus. Donc, cette usine qui a été inaugurée par Sa Majesté, c'est quand même une révolution qu'un pays en voie de développement africain puisse avoir sa propre usine de vaccins et puis donc fabriquer pour le Maroc, parce que nous avons vu que nous devons défendre la souveraineté nationale en matière de médicaments et de vaccins, et puis nous défendons le label Maroc. Ça, c'est important pour les médicaments de défendre le label Maroc. Nous avons des laboratoires nationaux. C'est grâce à ça qu'on peut faire ça, parce que nous avons des laboratoires nationaux qui exportent même dans les pays européens. Donc, ça, c'est très important et c'est pour cela qu'on le dit toujours et on est mieux placé. Nous sommes fiers de notre pays sous la conduite éclairée de Sa Majesté, fiers d'être marocains et c'est important. Et même les Marocains, là aussi, parce qu'il faut développer cette recherche, parce que nous voyons que les Marocains qui ont fait leurs études à l'école publique ici et au banc de la faculté publique, ce sont eux qui, une fois partis ailleurs, c'est comme le professeur Machol, le professeur Monsef Slaoui. Donc, il faut qu'on développe la recherche médicale et ces usines et tout ça ont besoin aussi, comme nous avons maintenant des compétences en matière de fabrication des voitures. Et puis, au niveau aéronautique, il faut développer les Oui, pourquoi? Parce que les personnes qui font la recherche, vous savez combien les doctorants, ils touchent. C'est une misère au niveau des facultés. Il faut mettre un budget conséquent pour la recherche. Le professeur Heikel en sait quelque chose parce qu'il était enseignant à la faculté de médecine de Casablanca. C'est important. Il y a les compétences. Nous avons cette chance au Maroc d'avoir ces ressources humaines. Eh bien, donnons-leur les moyens qu'il faut pour développer cette recherche médicale. Et quand je dis médical, ça englobe tout, même le côté pharmaceutique. Le côté pharmaceutique. Et pour rappel, c'est ce projet de Ben Slimane, c'est 3 lignes industrielles dont la capacité combinée de production atteindra 116 millions d'unités en 2024, c'est l'objectif. Mais c'est aussi, comme vous avez dit, la création d'un futur pôle d'innovation et de recherche globale, mais aussi au niveau africain. J'aimerais qu'on parle aussi de cette recherche et de cette synergie qui est voulue aussi par le souverain au niveau continental. Oui, tout à fait. Docteur Hafif l'a bien dit. En fait, ce qu'on a créé, grâce à l'impulsion de Sa Majesté, un écosystème qui n'est pas uniquement sanitaire. Il va être dans la recherche. Il va faire en sorte que les universités se branchent sur Ben Slimane. On va créer quelque chose de nouveau, comme on a créé quelque chose d'extraordinaire à Tangemed. Tangemed, le Maroc est un des leaders mondiaux. Au niveau de la Méditerranée, on est les premiers. Le premier en Afrique, voilà, le premier dans la région. C'est-à-dire on est capable de créer cet écosystème. Donc ce n'est pas que pour fabriquer les vaccins ou la biotechnologie ou les médicaments, c'est également créer la possibilité, l'émulation entre les scientifiques marocains, les Marocains de l'étranger, les scientifiques étrangers qui peuvent venir chez nous. C'est extrêmement important. Mais aussi positionner le Maroc, et je crois que vous l'avez bien suivi, pendant plusieurs années, Sa Majesté a impulsé cette coopération Sud-Sud. Et le Maroc est devenu un des leaders de la coopération Sud-Sud. Vous l'avez bien constaté. Je rappelle également, beaucoup de gens l'oublient, le Maroc est un des principaux investisseurs en Afrique. Les gens l'oublient, pas uniquement dans le secteur de la santé, dans beaucoup de secteurs où le Maroc a pris le leadership. Eh bien, aujourd'hui, le Maroc va se positionner fièrement, et je peux vous le dire, dans les prochaines années, vous verrez que le Maroc deviendra un hub sanitaire pour l'Afrique, pour la Méditerranée, pour le Moyen-Orient. C'est-à-dire, il aura cette capacité, bien sûr technologique, il aura cette capacité de fabrication, mais il aura également cette capacité, et on revient au capital humain dont a parlé Dr Hafif et Sibhej, on aura cette possibilité d'avoir cette pépinière de capital humain extraordinaire, marocain,
des Marocains de l'étranger, mais même des étrangers. Je vous le dis, je suis persuadé qu'il y aura des étrangers qui viendront au Maroc pour participer à des projets de recherche pour le Maroc et pour d'autres pays. Donc, ça veut dire qu'on est en train de créer quelque chose d'extraordinaire, que la santé va devenir, si vous voulez... L'affaire de tous. Exactement. Et une locomotive extrêmement importante pour le développement, bien sûr, industriel, économique, et également les capacités humaines. Et je reviens sur ce qu'a dit Dr Afif, c'est crucial. On a eu 1,2 million de cas de Covid. Madame, qui a traité ces cas de Covid? C'est des Marocains, des médecins marocains, des infirmiers marocains, des administrateurs, des CHU marocains, des hôpitaux publics marocains, des cliniques marocaines. On a été capable de traiter 1,2 million de cas en un temps record avec les résultats que vous savez. Ce n'est pas des Japonais, des Tchèques ou des Américains qui ont soigné les Marocains, c'est des Marocains. Donc on a cette capacité. On a cette capacité de collaboration publique-privée, on a cette capacité de nationalisme, de patriotisme et de faire le nécessaire. Il suffit qu'on nous donne les moyens, qu'on nous responsabilise, que la gouvernance ait de la confiance et que cette confiance soit installée. Si elle s'installe déjà au niveau de la gouvernance, la population viendra avec aussi. Je pense que la confiance dont vous parlez, professeur Heikel, est déjà là, hein, avec cette impulsion qui a été donnée lors du dernier Conseil des ministres présidé par le roi. J'aimerais que l'on revienne justement sur cette capacité marocaine de collaboration publique-privée. Je crois, et vous en parliez tout à l'heure, que c'est vraiment le tremplin qui va pouvoir faire avancer les choses. On y est déjà, plus ou moins. Alors, j'aimerais moi surtout revenir sur un point. Oui. C'est la souveraineté sanitaire, Dont qui a on été parlait la avec grande Louise. leçon, Ouais, grande leçon de la pandémie Covid. Comme vous le savez, les pays occidentaux, ils ont délocalisé leur industrie pharmaceutique vers l'Inde et la Chine. Et le jour où ils avaient besoin de médicaments, ils n'ont rien trouvé. Et quelle leçon? alors que le Maroc, il a fait preuve de résilience. Pourquoi? Parce qu'il avait une fabrication locale, nationale, qui a été développée sur une soixantaine d'années. Et aujourd'hui, on passe à la vitesse supérieure. Tout à fait. Pourquoi? Parce qu'à un moment où les pays africains avaient besoin de vaccins, où l'Afrique, avec ses 16% de la population mondiale, n'était vaccinée à moins de 1%, le Maroc a pu disposer de vaccins chinois, de vaccins occidentaux. Très tôt. Absolument. 3 ou 4 vaccins. Bien sûr, Sinopharm. Et suffisamment pour la population, c'est un point très important. Et donc, il y a ce passage encore vers la vitesse supérieure, de pouvoir fabriquer les vaccins, non seulement pour nous, parce que en tant que Marocains, nous pensons Maroc-Afrique. Tout à fait. C'est la famille africaine. À la famille africaine. C'est-à-dire, c'est la souveraineté sanitaire pour notre pays et pour notre continent, d'où la taille de cette usine. Je rappelle qu'il y a un autre projet qui est le projet de Sotema aussi pour les vaccins, mais c'est un projet bien sûr qui est d'une autre échelle. Et non seulement ça va être les vaccins de Covid, il va y avoir d'autres vaccins. Et quand on a le pied dans la biotechnologie, on pense aussi à des anticorps monoclonaux très coûteux qui sont utilisés pour traiter les cancers, etc. Donc là, vraiment, on est en train de faire un virage historique. Un virage historique pour le Maroc, pour l'Afrique. Dès les premières années, dès la première année de la pandémie, le Maroc a tout de suite envoyé du matériel médical à au moins 15 pays d'Afrique de l'Ouest, que ce soit justement des masques ou que ce soit aussi des médicaments. On se souvient de l'azithromycine également, très tôt. Plus récemment, au Mali, il y a eu une clinique périnatale, Mohamed VI, qui a été ouverte à Bamako également. Ça aussi, et c'est une usine qui est construite sur une superficie totale de 5 hectares, qui répond aux dernières normes internationales en matière de gynécologie, justement, et c'est devenu une référence dans toute la région ouest africaine. Alors ça aussi, c'est le fruit d'une coopération maroco-africaine globale qui se confirme et qui fait la différence aussi au niveau du Maroc. Ça rappelle le discours de Sa Majesté à l'ouverture, donc quand on a réintégré l'Union africaine, de dire qu'il est beau de revenir
à la maison africaine, etc. C'est quelque chose d'extraordinaire et c'est un retour en force après une longue absence, malheureusement, qui a été déclenchée par l'affaire du Sahara dans les années 70 et quand il y avait une prise de position de certains pays pour le Polisario. Et donc c'est un retour en force. Et ce n'est pas seulement un retour politique, mais un retour dans divers domaines, l'assurance, la banque, les laboratoires marocains qui s'implantent dans les pays africains. Et cette relation qui devient de plus en plus forte et qui nous ramène à ce qu'était le Maroc jusqu'au début du siècle, où la prière au Mali, par exemple, était dite au nom du sultan du Maroc. Donc on y revient. Les influences religieuses, spirituelles vers l'Afrique. Donc on est en train de retrouver notre place naturelle. Avec ces liens inhérents qu'il y a entre le Maroc et les pays africains. Et puis il y a toute cette dimension un petit peu qu'on a oubliée pendant la crise aussi, tout simplement de solidarité aussi avec les pays africains. Tout à fait, et vous l'avez bien sûr mentionné, solidarité qui est palpable sur le terrain parce que le Maroc se considère africain avant tout. D'ailleurs, on revient aux ressources humaines et là aussi le professeur Heikel est là, il peut en témoigner. Nous formons beaucoup de médecins africains. Et donc ça, c'est très important, de médecins, que ce soit de médecins généralistes ou de médecins spécialistes. Et il y a des aides pour ces médecins et tout ça. Donc ça, c'est d'ailleurs prévu aussi dans c'est très important. Et on a vu aussi que ça a été dit pour la vaccination qui, Sa Majesté, l'a rendue gratuite pour l'ensemble des Marocains et pour aussi les Africains qui vivent chez nous. Donc, nous nous comportons avec eux comme nous nous comportons, et Sa Majesté, ou que ce soit les Marocains, comme nous nous comportons avec nos propres concitoyens. Donc, il y a cette solidarité que personne ne peut ébranler, quel que soit ce qu'on dit, parce que c'est des choses qui sont vécues, c'est des choses qui sont faites sur le terrain et on le voit. Et ça, c'est très important. Et ça va aller encore plus. Pourquoi ? Parce que nous avons des relations, comme l'a dit Sibleish, spirituelles, tariqa tijaniya, etc. On forme les imams et tout ça. Et donc, il y a, que ce soit dans les banques, il y a une collaboration multisectorielle. Et je le dis, c'est important de former les ressources humaines. Et donc, ces ressources sont formées, que ce soit pour les médecins ou que ce soit pour le personnel paramédical. Ça sera le mot de la fin pour vous, Sir Afif. Professeur Heikel, pour terminer cette émission spéciale sur le secteur de la santé. Écoutez, moi, je crois que franchement, le Maroc a été moi j'appelle ça un cas d'école pour la gestion. C'est un cas d'école qu'on devrait enseigner dans les écoles de management. Un cas d'école dans la gestion de cette crise, parce que vraiment, personne ne s'y attendait et nous avons pu, avec les moyens que nous avons, dans le contexte marocain, avec les ressources marocaines, faire ce que nous avons réalisé. Et bien sûr, nous aspirons toujours à faire mieux, c'est une évidence. Mais ce que nous avons fait, nous devrions être fiers de ce que nous avons réalisé. Peut-être un point qui est important, encore une fois, à préciser. Le secteur de la santé est un secteur qui a forte connotation sociale. Oui. Et je crois qu'il est porté par le souverain à un certain niveau et sur le plan social, l'impact. Ce projet sera un acteur crucial du changement social. Et je crois que Sa Majesté a à cœur cette notion de changement social positif, que c'est tellement important qu'il le porte lui-même, et déjà depuis 2018, dans les discours de Sa Majesté, depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui. Et je crois que c'est très important que d'ici la fin de l'année, nous soyons tous des acteurs de ce changement social et qu'on puisse le faire pour le Maroc et pour montrer également l'exemple à d'autres pays. Parce que là, on veut avoir un système national de santé qui soit équitable, accessible, de qualité et performant.
tous acteurs de ce système social. Monsieur Belaïch, le mot de la fin pour vous. Oui, alors, sous l'impulsion de Sa Majesté, Mohamed VI, nous avons vu des choses extraordinaires se mettre en place et surtout un rythme. On était habitué à un rythme administratif très lent. Là, c'est un nouveau rythme. Les choses se mettent en place avec vitesse grand V. Merci. Il y a aussi le fait que la particularité marocaine de l'État social dans un pays libéral. Ça aussi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et nous ne pouvons qu'être optimistes pour l'avenir des Marocains. Merci infiniment d'avoir été avec moi sur ce plateau pour cette émission très spéciale. Je rappelle donc que Abdelmajid Belaïch est analyste des marchés pharmaceutiques. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce soir. Moulay Saïd Afif, membre du comité scientifique de la vaccination et président de la Fédération nationale de la santé. Merci également. Et enfin, le professeur d'épidémiologie, Jafar Haïkal, donc également spécialiste des maladies infectieuses et économiste de la santé. Merci. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de cette émission spéciale dédiée au secteur de la santé à l'occasion des 23 ans de règne à Sa Majesté le roi Mohamed VI. Merci pour votre attention. Excellente suite des programmes sur Médien TV.